Ravi d'être avec vous pour cette nouvelle édition de la rétrospective environnementale. Le sud du Togo entre pleinement dans la saison pluvieuse dès ce mois de juin. Ces précipitations, bien que vitales pour l'agriculture, présentent des risques accrus d'inondation. Le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet, appelle les populations à rester vigilantes. La Journée mondiale de l'environnement est célébrée chaque année le 5 juin. Dans ce journal, la directrice nationale de l'environnement va nous expliquer les enjeux de cette journée pour l'année 2024. Enfin, la communauté de développement de l'Afrique australe, CADC, a lancé un appel humanitaire pour venir en aide aux populations de cette région du continent affectées par les inondations et la sécheresse. C'est lors du sommet virtuel extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement. Le mois de juin, qui annonce le début de la saison pluvieuse, sera marqué par des inondations au sud du Togo. Issa Latif, directeur général de l'Agence nationale de la météorologie, Anamet, alerte et appelle les habitants des zones vulnérables à une grande vigilance. Il a insisté sur la nécessité de ne pas céder à la panique, mais plutôt de prendre des mesures pour éviter ou limiter les dégâts. Voyons cela avec Irène Papadina. Dans le cadre des stratégies mises en place pour la gestion des risques de catastrophes liés aux inondations au Togo, le directeur général de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, Anamet, Issaou Latifou, prévient la population sur les fortes pluies qu'il y aura en ce mois de juin, qui est le cœur de la saison pluvieuse dans le sud du pays. Issaou Latifou appelle les habitants des zones vulnérables à la prudence et au pire des cas à quitter leur lieu d'habitation durant cette période de pluie sans vouloir s'aimer la panique. Il insiste sur l'importance de prendre des mesures préventives pour minimiser les impacts potentiels des intempéries. Les récentes averses à Lomé, notamment celle du 25 mai, ont déjà provoqué des inondations dans plusieurs localités. Ces événements météorologiques extrêmes rappellent l'importance des prévisions et de la préparation pour éviter des catastrophes similaires. Les autorités continuent de sensibiliser la population à adopter des mesures de précaution, en particulier celles vivant dans les zones les plus exposées. La journée de l'environnement qui a lieu chaque année le 5 juin a pour objectif de sensibiliser et de mettre en lumière les actions en faveur de l'environnement. Dans une interview accordée à notre rédaction, la directrice de l'environnement, Madame Meriao, donne les détails. Reportage signé Viva Samona et Meka Gadje. Célébrée chaque 5 juin depuis plus de 50 ans, la Journée mondiale de l'environnement est une occasion de faire le point sur les actions menées en matière de protection de l'environnement. La Journée mondiale de l'environnement a été instituée en 1972 par l'Assemblée des Nations Unies et a pour objectif de sensibiliser la communauté internationale et tous les acteurs sur les questions de dégradation de l'environnement et donc l'urgence de protéger l'environnement. Et en 1973, c'était la première édition qui a été célébrée autour du thème une seule planète Terre. Donc pour dire que nous n'avons qu'une seule planète et nous avons le devoir de la protéger contre toutes sortes de dégradations. Et donc au fil des années, elle a évolué et est devenue une plateforme d'échange et de sensibilisation, comme je l'ai dit tantôt, des acteurs sur les questions de dégradation de l'environnement, telles que la pollution marine, la pollution de l'air, le réchauffement climatique, la perte de la biodiversité. Le Togo, petit pays d'Afrique de l'Ouest, a vite inscrit l'environnement au cœur de sa politique nationale en menant de grandes actions pour la préservation de la nature. Il faut dire que le Togo a mis la thématique de l'environnement au cœur de sa politique parce que d'abord, au niveau institutionnel, il y a un ministère qui est dédié aux questions environnementales. Il y a des textes
qui sont pris pour protéger l'environnement, tels que la politique, même la politique nationale de l'environnement, elle a été élaborée. Le code, la loi portant, loi cadre sur l'environnement a été également élaborée et donne les orientations sur la manière de gérer et de protéger notre environnement. Il y a le code forestier aussi qui est un volet de gestion de l'environnement qui est pris. Suivant le thème retenu cette année pour la dite journée, les autorités togolaises ont entrepris de grands chantiers pour permettre au pays de mieux faire face aux défis liés à l'environnement. Pour l'édition de 2024, c'est le thème retenu par les Nations Unies pour célébrer la journée du 5 juin, journée mondiale de l'environnement, est la restauration des terres, la désertification et la résilience face à la sécheresse. Donc les sensibilisations vont tourner autour de ces composantes-là de l'environnement. Au Togo, les grands défis que nous avons d'abord l'érosion côtière qui affecte notre côte. Quand bien même elle n'est pas assez large, elle est sujette à l'érosion côtière aussi qui provient de l'élévation des niveaux de la mer et donc du réchauffement climatique. Nous avons les d'autres risques climatiques tels que les inondations. Il y a des poches de sécheresse dans certaines régions, surtout dans la région septentrionale. Et les vents violents, vous voyez que ces pluies sont accompagnées également de vents violents. Il y a la dégradation des terres. Donc l'utilisation inappropriée de certaines pratiques conduisent à la dégradation et à la perte de fertilité des sols. La dégradation aussi de nos forêts, due aux coupes anarchiques pour de diverses raisons. Donc c'est également les feux de végétation qui contribuent à détruire et dégrader les terres et les forêts. Donc c'est autant de problèmes environnementaux que le Togo vit. Pour venir à bout de ces questions de dégradation de diverses composantes de l'environnement, le ministère, à travers ses services techniques, élabore et met en œuvre des projets pour pouvoir renforcer ces actions. Et par exemple, il y a actuellement pour la question ou la composante de dégradation des terres, un projet qui est en cours de mise en œuvre dans les deux régions septentrionales, à savoir la région des Savanes et de la Kara, qui porte sur la restauration des terres, des milieux arides. Donc c'est pour contribuer à restaurer les terres dégradées de ces régions. Il y a l'ambition décennale que le gouvernement même a lancée, qui consiste à planter 1 milliard d'arbres d'ici à 2030, donc pour aider à reconstituer et étendre le couvert végétal. C'est pour pallier au problème de dégradation des forêts. Nous avons le projet d'appui à la lutte contre les changements climatiques par le CC qui est arrivé à terme, mais une deuxième phase vient de démarrer, donc pour aider aussi à régler les problèmes de dégradation et les problèmes de changement climatique, impact des changements climatiques. Donc ce projet aide à renforcer la résilience des communautés et des écosystèmes. Et les questions de pollution, d'autres initiatives aussi sont en cours de mise en œuvre, telles que le projet qualité de l'air qui va aider à améliorer la qualité de l'air pour que la population vive dans un environnement sain. Donc chaque année, un thème est proposé par les Nations Unies et une ville également est retenue dans un pays pour la célébration officielle. Mais toutefois, tous les pays célèbrent à leur niveau autour du thème retenu. Notons que cette année marque le 50e de cette journée dédiée à l'environnement. Et c'est l'Arabie Saoudite qui est désignée pour accueillir les célébrations au niveau mondial. La campagne nationale de reboisement au Togo, c'était le 1er juin dernier. Plus d'une trentaine de plans ont été mis en terre par le chef du gouvernement, les ministres, les députés, les diplomates et la société civile. L'opération s'inscrit dans la droite ligne de la feuille de route gouvernementale qui vise à atteindre 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Reportage signé Vivas Amana Olivier Yamajako. La campagne nationale de reboisement au Togo a officiellement démarré ce 1er juin 2024. C'est le Premier ministre togolais, Madame Victoire Dobé, qui a ouvert cette campagne par la mise en terre d'un plan sur le site du camp général Gnassingbé Yadema à Lomé. Après le chef du gouvernement togolais, la présidente de l'Assemblée nationale s'est prêtée au même exercice.
S'ensuit les membres du gouvernement, les honorables députés du Parlement et les autorités locales. Cette grande mobilisation des plus hautes autorités témoigne de l'importance capitale du reboisement dans les objectifs de gouvernance nationale. La mobilisation, elle est pratiquement l'expression même de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Vous savez, pratiquement tous les membres du gouvernement sont là, mandant le Premier ministre, mandant la Présidente de l'Assemblée. Et je crois que c'est un signe très fort pour toute la population togolaise, parce que les gens diront que les plus hautes autorités sont fortement mobilisées. Donc il s'agit d'une question primordiale. Et nous avons été heureux de constater que non seulement les membres du gouvernement sont là, mais il y a aussi les représentants de la société civile, la chefferie traditionnelle, et les différentes représentations diplomatiques dans notre pays. Et cela montre que la question de l'environnement est une question qui interpelle tout le monde. Le site-là, c'est son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui avait lui-même demandé si on ne peut pas mettre ce site-là en valeur. Vous savez, ici, on vient jeter des ordures et autres là. Donc si on commence à mettre ce site-là en valeur, eh bien ça sera encore un lieu de jouissance, de repos des populations de la ville. Le lancement de cette nouvelle campagne de reboisement réjouit les différents acteurs impliqués dans la protection de l'environnement, en particulier les jeunes générations. En tant que femmes, nous sommes plus liées à la nature et notre sensibilité envers l'environnement nous pousse à mener des actions réellement concrètes. Étant femmes, nous sommes celles qui vont dans les forêts pour chercher le bois, pouvoir faire l'agriculture pour la subsistance de nos familles. Et je pense qu'avec la dégradation de nos sols, nous plaignons beaucoup. Et j'invite toutes les femmes à coopérer dans cette action de campagne de reboisement afin que nous puissions lutter contre la dégradation des sols, réguler le cycle de l'eau pour pouvoir améliorer nos rendements agricoles. Après cette première activité officielle lancée par le gouvernement, l'ensemble de la population invitée a continué la mise en terre durant toute l'année afin d'atteindre les résultats escomptés. Nous sommes très confiants parce que chaque fois que vous mettez un plan en terre, c'est que nous sommes en train d'aller vers le milliard. Mais seulement ce que je voudrais rappeler, c'est que notre campagne de reboisement ne se limite pas au 1er juin. Il faut que chaque jour, l'on pense mettre en terre un plan. Au total, plus d'une centaine de plants de différentes essences ont été mis en terre sur une superficie de 3 hectares sur le site du camp général Gnassingbé Yadema dans la commune de Golfe 3 à Lomé. Rappelons que l'ambition du chef de l'État togolais est de planter 1 milliard d'arbres sur la décennie 2020-2030. Cette grande ambition nécessite la participation de toute la population pour faire du Togo une nation verte et éco-responsable. L'accès à l'eau potable est une priorité pour le gouvernement togolais. Le programme d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain se poursuit. Le ministère en charge de l'eau a lancé dans ce sens un appel d'offres international pour la réalisation de plusieurs projets suivants. Pour la mise en œuvre du projet d'amélioration de la sécurité en milieu urbain au Togo, un appel d'offres international a été lancé par le ministère chargé de l'eau. Les travaux consisteront essentiellement à réduire l'eau non facturée, à réhabiliter partiellement le réseau de distribution et à améliorer le taux de recouvrement des factures impayées. L'entreprise sélectionnée devra mettre en place des procédures innovantes et modernes en garantissant le transfert de connaissances afin de permettre à la société togolaise des eaux de réduire de manière durable le niveau d'eau non facturé à un seuil économiquement acceptable. Rappelons que le projet d'amélioration de la sécurité hydrique en milieu urbain au Togo a été lancé en octobre 2023 par le gouvernement togolais avec l'appui de la Banque mondiale. Ce projet a pour ambition de faciliter l'accès à l'eau à 1 million de personnes vivant en milieu urbain. Le forum régional multisectoriel crucial centré sur la santé, le climat et les crises humanitaires s'est tenu du 23 au 25 mai dernier à Lomé, organisé par J.H. Piego en partenariat avec la GIZ et les ministères de la Santé et de l'Environnement de 5 pays. Il vise à trouver des solutions innovantes
pour les défis complexes de la région ouest africaine. Pour en parler, Irène Papadina. Le forum initié par la JHPEGO en collaboration avec la GIZ et les ministères de la Santé et de l'Environnement de 5 pays de la sous-région, à savoir le Burkina Faso, la Guinée, le Mali, le Niger et le Togo, se focalise sur les effets interdépendants du changement climatique, des crises humanitaires et de l'accès aux services sanitaires. L'objectif est d'encourager une approche multisectorielle pour mieux comprendre et répondre aux défis complexes de la région du Sahel. La JHPEGO a déjà organisé 4 forums nationaux au Burkina Faso, en Guinée, au Mali et enfin au Togo, en mettant en lumière l'importance de l'interconnexion entre ces problématiques, en favorisant les relations entre les organisations travaillant dans ces domaines. Selon Célestin Compaoré, directeur régional de Project Access Collaborative, pour les pays francophones, il y a plus de pollution, plus de chaleur et les terres sont de moins en moins fertiles. Cette situation engendre des maladies comme la diarrhée et des maladies hydriques qui étaient en voie de disparition. Au cours de ce forum, les discussions se sont concentrées également sur la préparation de la COP29. Les participants cherchent à élaborer une feuille de route consensuelle pour renforcer les capacités des pays à répondre aux défis liés au changement climatique et aux crises humanitaires. Selon Ursula Josh, chef composante de la GIZ Pro Santé, pour atteindre l'objectif de développement durable numéro 3 d'ici 2030, il est essentiel d'unir les efforts déjà déployés dans les différents pays pour trouver des solutions durables et respectueuses des droits de l'homme et de l'environnement. Enfin, le forum vise à créer une coalition de partenaires, incluant des organisations dirigées par des jeunes et des femmes, pour faire progresser cette feuille de route collective. Le forum de Lomé représente ainsi une étape importante vers une réponse coordonnée et efficace aux défis multisectoriels du Sahel. Parlons à présent de la toute première chaîne de télévision dédiée à la cause environnementale. Des journalistes, techniciens et responsables de la Green TV International dans une remarquable activité de salubrité, c'est de bonne guerre. Notre chaîne 100% environnement a soufflé sa 3e bougie le mercredi 5 juin 2024. Ils ont apporté une touche de salubrité dans le quartier Avenou dans la commune Golf 5. Les images. C'est une activité de salubrité dans le cadre du 3e anniversaire de la Green TV International. Le personnel de la télévision, accompagné par les membres de la société de ramassage des ordures dénommée Ville Propre, se sont rendus actifs dans cette initiative. Munis de balais, de sacs et de paniers de ramassage, ils ont rendu propres les abords de la rue Kouvaïe dans la commune Golf 5. Nous avons mis au propre un tronçon de route, ramassé les ordures ainsi que les déchets plastiques avec la société Ville Propre pour tous dans la commune Golf 5. Nous avons mené cette activité de salubrité ce matin dans le quartier d'Avenou à l'occasion des 3 ans de la télévision Green TV International. Vous êtes sans savoir que nos rues sont majoritairement polluées par les sachets plastiques. Donc il faut mener des actes éco-citoyens pour protéger notre environnement. Cette activité a été initiée non seulement pour donner de l'exemple en tant que télévision environnementale, mais aussi pour inciter la population à en faire autant pour une meilleure protection de l'environnement. À l'occasion de cet anniversaire, notre message s'articule autour du thème « Ensemble pour un environnement sain ». C'est aussi un geste de reconnaissance à l'endroit des téléspectateurs pour leur amour envers la chaîne et leur engagement dans la cause environnementale. Toujours dans le cadre de la célébration de son 3e anniversaire, le personnel de la télévision environnementale était à la paroisse Notre-Dame de Fatima à Avedji. Ils ont pris part à une messe d'action de grâce et ont confié à Dieu les défis à relever. Reportage signé Vivas Amana Emeka Gache. La Green TV International
dans la célébration de son 3e anniversaire, s'est rendu à la paroisse Notre-Dame de Fatima d'Avedi, non loin de son siège. Le personnel de la chaîne environnementale a rendu grâce au Seigneur pour ses 3 ans d'existence et pour implorer la grâce du Tout-Puissant sur lui et ses responsables. Nous savons tous qu'il y a un être suprême, celui qui nous garde, qui nous protège tous les jours de notre vie. Et c'est pour cela que nous sommes venus ici aujourd'hui pour rendre grâce à Dieu et lui dire merci. Et surtout qu'il nous accorde encore plus de grâce pour les années à venir et pour tout ce que nous allons encore accomplir à la Green TV International. Mais bien avant cela, nous avons choisi un terme qui est Ensemble pour un environnement sain, c'est le thème retenu pour marquer les 3 ans d'existence. Et pour cela, nous avons mis en terre des plans il y a de cela quelques jours. Et ce matin, nous sommes rendus dans la commune Golfe 5. Nous avons rendu propre les artères de la commune Golfe 5. Dans son homélie, le père célébrant le révérend père Serge Emmanuel a invité le personnel de la télévision à être la lumière dans le monde des médias qui est miné par la corruption. Le 3e anniversaire de la Green TV International permet de faire le bilan sur les actions déjà menées et de penser sur les multiples défis à relever. Alors, à l'endroit de nos très chers téléspectateurs, nous leur disons seulement merci, merci de nous suivre, merci de rester fidèles à nous. J'invite toute la population à nous suivre car la protection de l'environnement est au cœur de toutes nos actions aujourd'hui et ensemble nous allons relever le défi que Green TV International a pris sur elle, celle de protéger l'environnement. Alors n'hésitez pas à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, également sur le bouquet New World TV, le numéro 2760. Les régions septentrionales du Cameroun sont confrontées à une crise humanitaire due à une vague de chaleur extrême qui provoque une surmortalité importante. La société civile alerte sur les conséquences de ce phénomène et appelle à une action urgente des autorités. Alexandra Adekambi nous fait le point. Le Cameroun fait face à une situation alarmante alors qu'une vague de chaleur extrême ravage le nord du pays. Les grandes villes telles que Maroua et Garoua sont particulièrement touchées, enregistrant entre 50 et 60 décès par jour en raison des températures records. Dans une lettre ouverte publiée le 27 mai 2024 dans le quotidien privé Le Jour, Abdoulaye Arissou, ancien président de la Chambre des notaires du Cameroun, interpelle le ministre de la Santé publique, Manouada Malachi, sur le silence des autorités face à cette catastrophe. Abdoulaye Arissou dénonce un silence assourdissant des autorités locales et nationales face à cette crise. À part les chefs traditionnels et les imams qui ont donné des instructions de prière pour que la pluie tombe, aucune autorité ni gouvernementale, ni régionale, ni même locale n'a pris ce problème au sérieux, affirme-t-il. Il souligne que des mesures d'urgence telles que la distribution d'eau par camion-citerne, la mobilisation des services de secours et la gratuité des soins pour les populations vulnérables auraient dû être mises en place. À Maroua et à Garoua, 2 grandes villes situées respectivement dans les régions de l'extrême nord et du nord, au moins 50 à 60 personnes ont été enterrées par jour, victimes de cette canicule. Cette surmortalité catastrophique résulte de l'incapacité à gérer les effets de la chaleur extrême, aggravée par des problèmes chroniques d'accès à l'eau et de soins médicaux. Le climatologue de l'Observatoire national sur les changements climatiques René Ramsès Meyong souligne que cette vague de chaleur est exceptionnelle par son intensité, sa durée, sa distribution géographique. Des températures records de 45 degrés Celsius ont été enregistrées dans l'extrême nord, alors que des régions actuellement plus fraîches comme l'ouest et le nord-ouest connaissent également des températures élevées. Les conséquences de cette canicule vont bien au-delà de la santé humaine. L'ONAC alerte sur les risques pour l'agriculture et l'élevage. Les précipitations irrégulières et les longues séquences de chaleur entraînent une évapotranspiration rapide des sols, asséchant la végétation et augmentant le risque de feux de brousse. Le bétail souffre du manque de points d'eau et de pâturage, tandis que l'agriculture majoritairement pluviale est particulièrement vulnérable. Cette crise climatique met en lumière l'urgence de la situation et la nécessité d'une réponse coordonnée et rapide. Le gouvernement camerounais ainsi que les autorités locales sont appelés à prendre des mesures immédiates pour atténuer les effets de cette canicule et protéger les populations vulnérables.
Abdoulaye Arissou propose une sensibilisation accrue, une meilleure gestion des ressources en eau et une assistance médicale renforcée. La crise actuelle au nord du Cameroun illustre tragiquement les effets du changement climatique sur les communautés les plus vulnérables. Une action rapide et efficace est essentielle pour prévenir de nouvelles pertes humaines et sécuriser les moyens de subsistance des habitants de la région. Dans le reste de l'actualité, l'Afrique australe est confrontée aux effets dévastateurs de la sécheresse et des inondations. Un appel de fonds sans précédent de 5,5 milliards de dollars a été lancé par la communauté de développement de l'Afrique australe SADC pour venir en aide à plus de 61 millions de personnes touchées par ces anomalies climatiques. Les détails avec Alessandra Adekami. La sécheresse exceptionnelle qui sévit en Afrique australe a atteint des proportions alarmantes avec des températures records causées par le phénomène climatique El Niño. Le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe ont déjà déclaré l'état de catastrophe nationale, tandis que les récoltes sont au plus bas, menaçant la sécurité alimentaire de millions de personnes. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, près de 16 millions de personnes souffrent de la faim, tandis que la moitié des récoltes de maïs, aliment de base de la région, ont été perdues. De plus, le faible niveau d'eau des barrages hydrauliques entraîne des pénuries d'électricité, affectant gravement les secteurs économiques tels que l'exploitation minière. Face à cette crise humanitaire, la SADC a lancé un appel de fonds de 5,5 milliards de dollars pour soutenir les populations touchées. Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires OCHA a promis une contribution de 33 millions de dollars, tandis que la FAO s'engage à hauteur de 10 millions de dollars. Cette initiative, développée en collaboration avec des partenaires régionaux et internationaux, vise à renforcer les ressources nationales des États membres touchés et à mobiliser des fonds supplémentaires pour répondre aux besoins urgents des populations vulnérables. La crise climatique en Afrique australe souligne l'urgence d'agir pour atténuer les effets du changement climatique et renforcer la résilience des populations les plus affectées. L'appel de fonds de la SADC est un pas important dans cette direction, mais une action collective et coordonnée à l'échelle mondiale est nécessaire pour faire face à cette crise croissante et protéger les populations vulnérables contre ses effets dévastateurs. Lors du Clean Cooking Summit tenu à Paris, la Banque africaine de développement s'est engagée à consacrer 2,2 milliards de dollars à des solutions de cuisson propre en Afrique. Une étape majeure sur la voie qui permettra de sauver les personnes qui dépendent encore de combustibles tels que le charbon de bois. Pour en parler, Irène Pakwadina. 1 milliard d'Africains ont recours à des méthodes de cuisson incluant le bois, le charbon de bois ou même le kérosène. Selon l'Agence internationale de l'énergie, l'usage de ces combustibles polluants est à l'origine de 4 millions de décès par an attribués à la pollution de l'air intérieur. Pourtant, le continent africain concentre 60% des réserves d'énergie renouvelables. D'après Fatih Birol, directeur exécutif de l'Agence internationale de l'énergie, en Afrique et plus particulièrement en Afrique subsaharienne, 4 familles sur 5 utilisent des outils de cuisson primitifs en se servant du bois, des déchets agricoles ou d'animaux pour cuisiner. Et la fumée qui s'en dégage est la principale cause de décès prématurés chez les femmes et les enfants. Avec une population estimée à 2,3 milliards d'habitants à l'horizon 2050, dont 60% de moins de 25 ans, l'Afrique, selon plusieurs observateurs, devra faire face à des défis majeurs liés à ce boom démographique. Le groupe de la Banque africaine de développement s'est engagé à verser 2 milliards de dollars sur 10 ans pour des solutions de cuisson propres sur le continent. Une étape majeure sur la voie de la protection de la vie de 600 000 personnes, principalement des femmes et des enfants, chaque année d'ici 2030. Outre son impact dramatique sur les vies humaines, le manque d'installations de cuisson propres est l'une des principales causes de la déforestation en Afrique.
Les chiffres avancés par l'Agence internationale de l'énergie lors du sommet sur les cuissons propres en Afrique le 14 mai dernier montrent que 200 millions d'hectares de forêts dans le monde, dont 110 millions en Afrique, sont menacés en raison des effets des changements climatiques et de la consommation du charbon ou du bois de chauffage. Et pour finir, les catastrophes extrêmes amplifiées par la crise climatique décalent la période de floraison des plantes. Elles privent ainsi les papillons de leur source de nourriture. Le constat dans ce commentaire de Léon Sabo. Des biologistes américains de l'Université du Texas à Arlington ont réalisé des recherches dans le parc du Grand Bassin au Nevada. Ce bassin abrite plus de 200 espèces de lépidoptères, notamment des papillons. L'étude publiée dans la revue Ecologia montre que le dérèglement climatique et les événements extrêmes, à savoir les tempêtes, les incendies de forêt et la sécheresse, perturbent les périodes de floraison, ce qui prive les papillons de leur source d'alimentation. Ces scientifiques ont étalé leurs recherches sur une période de 21 ans en se basant sur des spécimens de papillons qui proviennent du musée d'histoire naturelle de l'Université du Nevada. Ils avaient pour objectif de suivre les effets potentiels des changements directs et indirects, des précipitations, de la température, des moussons et des incendies de forêt sur les interactions entre les plantes et la pollinisation assurée par les papillons. Les chercheurs ont constaté une diminution de la richesse en pollen associée aux papillons sur les sites étudiés, ainsi qu'une augmentation de l'abondance des grains de pollen des plantes tolérantes à la sécheresse, particulièrement au cours des 10 dernières années. Ils affirment également que plusieurs autres phénomènes ont un impact négatif sur la diversité du pollen, tels que la hausse globale des températures, l'intensité et la fréquence des précipitations et la fréquence des incendies de forêt. Pour conclure, les auteurs ajoutent que leurs résultats ont des implications importantes pour la compréhension des interactions entre les plantes et les pollinisateurs et des services de pollinisation affectés par le réchauffement climatique. Selon un rapport de l'Observatoire national de la biodiversité publié en 2022, parmi les 301 espèces de papillons de jour vivant en France métropolitaine, 200 ont disparu depuis le siècle dernier. Cela représente au total 66% des espèces. Et d'après l'Agence européenne de l'environnement, la moitié des papillons de prairie a disparu d'Europe en l'espace de 20 ans. Fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne, notre chaîne environnementale. Excellent week-end à tous.